Les podcasts du Figaro. Août 1786. Le jour commence à tomber. Sur la montagne, on distingue deux silhouettes, sans crampons, munies de simples piolets. Elles s'apprêtent à gravir le plus haut point jamais franchi du Mont Blanc. Leurs noms, Balma et Paccard. Les deux hommes veulent être les premiers à réussir cette ascension. Les premiers à fouler la neige de la cime. Les premiers à marquer l'histoire. Mais pour entrer dans la postérité, une alliance peut-elle tenir ? Au fil des siècles, les pics, aiguilles, pointes et dômes qui composent les sommets des Alpes ont été apprivoisés par de nombreux alpinistes dans des ascensions parfois tragiques, toujours glorieuses. Dans cette série de podcasts, le Figaro retrace les grandes ascensions qui ont marqué l'histoire de l'alpinisme, de la performance sportive jusqu'à la conquête des plus hautes montagnes. La conquête des Alpes, une série originale du Figaro. Épisode 1. Une alliance oubliée au Mont Blanc. Le Mont Blanc n'a jamais été un inconnu pour les habitants de la vallée. Visible depuis la grande ville de Genève, il nargue ses habitants depuis des siècles. Ce qui lui a valu, d'ailleurs, l'intérêt d'Horace Bénédict de Saussure. Fasciné par le Mont Blanc lors d'un voyage à Chamonix en 1760, il a promis une grande récompense à quiconque trouverait un chemin pour gravir la montagne. 25 ans plus tard, un paysan de la vallée de Chamonix convoite cette récompense. Jacques Balma est un travailleur de la terre sans le sou, comme ses parents et ses grands-parents avant lui. Pour compléter ses revenus, il explore les hautes montagnes afin d'y prélever des quartz âgés de plusieurs millions d'années. Ces pierres sont ensuite revendues en Italie pour être transformées en lustres, en chandeliers ou en bijoux. Mais pour Balma, le travail de la terre et la chasse aux minéraux ne suffisent plus. Une idée l'obsède. Il veut être le premier à gravir le Mont Blanc. C'est alors que Jacques Balma rencontre le docteur Paccard lors d'une consultation pour sa fille malade. Le médecin chamoniard l'impressionne. C'est un homme bourgeois et de solide réputation. Il semble être le parfait compagnon de cordée pour tenter l'ascension du Mont Blanc. Il pourrait assumer le financement de l'expédition et garantir leur renommée dans la vallée. Et puis, le docteur Paccard est un bon montagnard. Lui aussi a déjà entrepris des expéditions de reconnaissance. Mais il faut aller vite. L'heure est à la compétition, et les concurrents sont sans scrupules. D'ailleurs, une cordée a failli atteindre le sommet, quelques mois plus tôt. Durant 2 mois, le paysan et le docteur préparent leur expédition dans le plus grand secret. C'est le docteur Paccard qui est en charge de l'itinéraire. Il a en tête une idée précise. Il faudrait traverser le glacier de Tête-Rousse qui mène à la longue arête du Goûter, juste sous le sommet. Pour Balma, ce chemin est bien trop raide. Lui voit 3 autres options. La première est un passage par le glacier du Tacul, en remontant la mer de glace. Ce chemin est écarté à son tour. Trop long, trop engageant. La deuxième consiste à atteindre le dôme du Goûter, puis l'arête des Bosses pour parvenir au sommet. Mais l'arête est particulièrement escarpée et surplombe des falaises vertigineuses. Finalement, les 2 compagnons optent pour la 3e option. Un itinéraire direct depuis Chamonix. Le 7 août 1786, les 2 hommes quittent le bourg discrètement. Seuls leurs épouses sont dans la confidence de leur expédition. En chemin, ils croisent une marchande qui leur vend du sirop. Ils lui enjoignent de garder le secret pour l'instant. Mais le lendemain, c'est promis. Elle pourra apercevoir leur silhouette sur la cime de la montagne. Dès le début d'après-midi, Balma et le docteur Paccard remontent la montagne de la côte. Cette épaule de forêt épineuse, puis de roches, s'agrippe depuis le fond de la vallée, jusqu'au milieu du monumental glacier des Bossons. Parvenus à son acmé, les 2 hommes savourent une dernière fois la terre ferme.
minérale, sèche. La suite n'est plus qu'un univers blanc. D'ici, ils peuvent entendre les mugissements sourds de la montagne qui bouge, souffrant sous le poids des glaciers qui la creusent. À Chamonix, le thermomètre indiquait 12 degrés à leur départ. Le soir, quand Balma et le docteur Paccard s'allongent dans un abri de pierre, la température a bien chuté. Mais il faut dormir. Le plus dur reste encore à faire. Le lendemain, les deux compagnons entament la traversée du glacier pour rejoindre les hauts plateaux sous le sommet. Les deux hommes affrontent ici 1000 dangers. À 4 reprises, ils manquent de disparaître dans des crevasses. Ils finissent par déboucher sains et saufs sur une partie supérieure. Les rochers des Grands Mulets font surface au milieu des glaces, comme flottant dans une mer de nuages. Paccard et Balma replongent dans la pente blanche en direction du dôme du goûter. À plus de 3000 mètres, l'altitude écrase leurs poumons. Ils cherchent dans l'air froid un oxygène qui se raréfie. En milieu d'après-midi, les deux hommes débouchent sur le grand plateau en dessous du sommet. Ils ont encore une longue marche à parcourir. Ils sont à plus de 4000 mètres d'altitude. L'effort est encore plus intense. Le docteur Paccard est ébloui. De là, on ne voit pratiquement que de la neige, d'une blancheur pure et aveuglante, qui contraste étrangement avec le ciel presque noir, dira Horace Bénédicte de Saussure. En altitude, l'homme se rapproche de la haute atmosphère. La voûte céleste y est plus pure, plus intense. Elle couvre de son bleu profond le blanc des glaces désordonnées et des cohortes d'aiguilles rouges. Mais le docteur Paccard est épuisé. Balma aussi. Le guide porte une lourde charge avec lui, constituée du bivouac et des instruments scientifiques de mesure du docteur. Il trace un chemin dans la neige molle où ses pieds s'enfoncent. La fatigue est extrême, mais le sommet n'est plus si loin. Devant eux se dresse une dernière pente raide. Le soleil baisse, la neige se transforme en marbre. Les deux compagnons doivent désormais creuser des marches avec la pointe métallique de leur bâton. Sans crampons, toute chute est imparable. Le froid est mordant. Balma offre un gant de laine à Paccard, dont les doigts gèlent sous ses gants de cuir. Un vent fort de nord-est hurle sur la cime. Il est déjà 17h45. Les deux hommes peuvent-ils continuer, au risque de redescendre dans la nuit ? À moins de 300 mètres du sommet, les deux alpinistes découvrent un dernier ressaut rocheux. Pendant que le médecin récolte quelques échantillons, le paysan cherche un endroit pour établir un campement sommaire. En vain. Ils repartent donc, décidés à vaincre le sommet avant la fin de la journée. Au fur et à mesure que la pente s'adoucit, le sommet apparaît. Ni pic, ni pointe, ni aiguille. Le sommet se dévoile comme une timide crête neigeuse, modeste et sage. Le docteur s'avance pour la fouler. Balma court pour le rattraper. Les deux hommes triomphent. L'immensité des terres s'offre à leur regard victorieux. À leurs pieds se prosternent les grandes structures du massif, ainsi que les montagnes plus lointaines, dont les sommets des aiguilles rouges. Et, effacées dans le voile de l'atmosphère, les pointes de l'Oisan au sud, et les Alpes suisses et italiennes. On distingue, loin en bas, la vallée du Rhône et la plaine de Genève, où dansent les derniers rayons du soleil. Quel sentiment anime, à ce moment précis, celui qui associe son nom, éternellement, à cette montagne reine. On ressemble à l'homme arrivé au comble de ses vœux et qui, n'ayant plus rien à désirer, n'est pas complètement satisfait.
De Chamonix, plusieurs témoins observent les deux ombres au télescope. Le docteur réalise quelques mesures scientifiques. Il prend la pression barométrique, relève la température et récolte des échantillons de ciel avec une palette de couleurs. Mais le froid force vite les deux hommes à redescendre. Le vent balaye une poussière de neige et de cristaux. Dorée par le soleil couchant, cette fumée glaciale, agitée comme une flamme, annonce les derniers tressaillements du jour. Les deux conquérants se pressent. Revenir vivant au point de départ est indispensable pour recevoir la couronne de la première ascension. Ils avalent la descente jusqu'au grand plateau, où la nuit les surprend. Avantage de cette fin de journée, les ponts de neige des crevasses se sont solidifiés avec le froid. Mais la montagne s'enferme dans l'obscurité. Et le docteur Paccard a les doigts gelés. Sa main est noire. Il la frotte avec de la neige, sans effet. Le clair de lune les guide jusqu'au sommet de la montagne de la côte. Ils franchissent un à un tous les obstacles et s'assoupissent à minuit passé, dans le bivouac rudimentaire de la veille. Le lendemain, les deux aventuriers se réveillent les lèvres gonflées, le visage boursouflé, les yeux rougis. Le docteur ouvre difficilement ses paupières brûlantes. Les neiges étincelantes et les puissants rayons du soleil ont fait leur œuvre. Paccard est aveugle. Balma, le tenant par la main, parvient à le reconduire jusque dans la vallée. À leur retour, les deux hommes sont célébrés par la foule de Chamonix. Les voici devenus victorieux de l'ascension du plus haut sommet d'Europe. Le docteur Paccard, malgré tout sain et sauf, savourera son exploit dans son lit, en convalescence. Balma, lui, a le malheur d'apprendre à son retour la mort de sa fille. Saisi de chagrin, son récit de l'expédition se trouble. Balma enjolive, se présente en héros et oublie de mentionner les mérites de son compagnon. À ceux qui veulent bien l'entendre, le paysan raconte encore et encore son ascension héroïque. Dans ce premier récit officiel, Balma apparaît comme le véritable premier de cordée. Seul, il aurait échafaudé l'itinéraire. Seul, il serait arrivé au sommet avant d'être rejoint par son compagnon épuisé. Et seul enfin, il aurait convaincu le docteur découragé de poursuivre l'ascension. Pire, le mauvais docteur aurait même tenté d'utiliser le pauvre cultivateur pour s'attribuer cet exploit. Ce terrible récit prend rapidement de l'ampleur. La fable du méchant riche et du gentil pauvre des cimes est séduisante. Le docteur se défend. Il jure qu'il a payé lui-même les vivres de la cordée, qu'il a choisi l'itinéraire de bout en bout et qu'il a rassuré son camarade quand celui-ci insistait pour redescendre. Mais la mauvaise graine a pris racine. Et alors que Balma reçoit les honneurs du roi de Sardaigne, ainsi que la récompense du grand Horace Bénédicte de Saussure, Paccard, petit à petit, est oublié. Chamonix, 1832. Le jeune Alexandre Dumas, ayant fui Paris et son épidémie de choléra, rejoint tranquillement son hôtel. Égaré dans ses pensées, il aperçoit un vieillard, gilet court et souliers de cuir, assis sur un banc devant son hôtel. Il s'agit de Jacques Balma, du Mont-Blanc. L'écrivain a eu vent de ses exploits et l'invite à partager son repas. Le soir, à l'auberge, le vin coule. Balma raconte son histoire. Il est flatté par l'intérêt que lui porte ce jeune écrivain parisien. Dumas, lui, entrevoit le récit héroïque et romanesque dont Balma serait le personnage central. Ivre d'orgueil et de fierté, Balma peut à son aise écrire son histoire pour l'éternité. Le roman de Dumas est un succès. Au début du 19e, les écrivains, artistes et intellectuels sont fascinés par la beauté du Mont Blanc, sanctuaire de pureté. Loin de l'évolution technique, industrielle et politique du monde moderne, la montagne offre au romantisme de l'époque sa beauté souveraine.
Il faudra attendre la fin du siècle et son cortège d'historiens pour établir la vérité de cette ascension historique. Paccard sera honoré à son tour, un siècle plus tard, lors du bicentenaire de l'Ascension. La mémoire est tenace. Une alliance oubliée au Mont Blanc, un récit adapté de l'ouvrage La montagne se souvient de Mailleul et Aubin Aldebert, publié aux éditions du Rocher. Tout de suite, retrouvons Mailleul et Aubin, qui nous racontent les coulisses de cette aventure. Bonjour Aubin, tu es le co-auteur du livre La montagne se souvient, paru aux éditions du Rocher, et dont le récit que nous venons d'entendre est tiré. Tu es aussi mon frère. Bonjour Mailleul. Aubin, ce qu'on raconte pas en détail dans ce récit, c'est qu'avant la première ascension, il y a une véritable compétition à l'époque pour la première conquête du Mont Blanc. Oui, en effet, notamment depuis que Saussure, donc ce savant genevois, a promis une récompense, tout le monde convoite ce pactole. Beaucoup de scientifiques, de notables, dont Paccard, évidemment, qui s'intéressent à cette montagne et puis surtout, bien sûr, au mérite qui pourrait être tiré d'une première ascension. Mais aussi des guides locaux, des cristalliers, des cultivateurs comme Balma. Évidemment, et puis il y a vraiment cette conscience du prestige que pourrait rapporter cette première ascension, contrairement à d'autres montagnes. En fait, on sait à peu près de manière certaine depuis la fin du XVIIe siècle que le Mont Blanc est la plus haute montagne d'Europe. Avant, on pensait que c'était le Mont Pelvoux dans les écrins. Et alors, avant la première tentative de Balma et Paccard, est-ce que eux-mêmes ont effectué des tentatives séparément ? Oui, alors Paccard, un peu différemment. Paccard, d'un côté, a longuement étudié différents itinéraires. Il s'est rendu au pied de ces itinéraires pour en évaluer l'accessibilité. Balma, pour le coup, du moins c'est ce qu'il en a dit, lui, il en a quasiment réussi un. Oui, c'est ça. C'est l'épisode où il effectue une tentative en passant par le glacier des Bossons, puis par le Dôme du Goûter. Et il est accompagné, mais en fait, ses camarades le laissent pendant son ascension. Il continue seul et il renonce épuisé à quelques centaines de mètres du sommet. Mais c'est vraiment lui qui s'est approché le plus proche du sommet avant la première ascension. Oui, puis il y a aussi cet épisode assez amusant où Balma, lors d'une redescente d'un de ses itinéraires, rencontre des compétiteurs. Oui, c'est aussi un épisode assez révélateur de la compétition à l'époque. En fait, Balma redescend de la montagne, il croise deux hommes qui tentent eux aussi l'ascension, dont l'un est le cousin du docteur Paccard. Il leur demande où est-ce qu'ils vont. Eux mentent et disent qu'ils vont à la chasse au cabri. Et lui leur renvoie leur mensonge en disant « Oui, moi aussi, je suis parti à la chasse au cabri », alors même qu'il a le pantalon gelé qui trahit son séjour en haute altitude. Et finalement, il redescend dans la vallée très rapidement, puis il remonte pour rattraper les deux hommes et pas risquer de manquer la victoire. Aubin, sinon, après l'ascension, est-ce que l'on sait plus précisément comment le récit alternatif d'un Balma lésé et d'un Paccard persécuteur s'est mis en place? Est-ce que tu peux nous raconter? Oui, alors c'est assez confus. En fait, on a tout d'abord la responsabilité évidemment d'Alexandre Dumas, donc qu'on a cité dans notre récit. Mais il y a aussi également le fait que Saussure, très rapidement après la première ascension, est parti faire le Mont Blanc avec Balma. Donc il rapporte cet exploit, et donc rapidement on oublie Paccard. Enfin, il y a aussi donc cet écrivain, Marc Théodore Bourry, donc, qui est peintre, écrivain, alpiniste, explorateur aussi, explorateur des Alpes. Voilà, et qui rêvait de gravir en premier le Mont Blanc. Alors, est-ce qu'il était jaloux de Paccard? Est-ce que Balma lui a lui-même menti? Bon, ce qui est sûr, c'est que Bourry, après avoir rencontré Balma, restitue un récit très différent dans lequel Paccard est désigné quasiment comme vénal. À la suite de cela, Paccard est obligé d'ailleurs de faire signer un document à Balma pour affirmer qu'il a bien pris en charge tous les différents coûts de l'expédition, les denrées, qu'il a payé son salaire à Balma, puisque le bruit court qu'il aurait lésé Balma. Ce document va même être envoyé à un journal suisse pour être publié, mais le mensonge demeure. Et ce n'est vraiment qu'au siècle suivant, au XXe siècle, que Paccard va finir par être réhabilité par le travail des historiens. Exactement. Et d'ailleurs, ce qui le montre bien, c'est que la statue la plus connue de la première ascension, celle qui est au centre de Chamonix, contrairement à ce que l'on peut penser et ce que l'on peut croire aujourd'hui, ne représente pas Balma et Paccard, mais bien Balma et Saussure. Paccard, lui, n'aura sa statue que pour le bicentenaire de la première ascension. Et il y a un bel ouvrage, j'en profite pour le dire, illustré, qui retranscrit tous les textes de l'époque, ce qu'a écrit Balma, ce qu'a écrit Paccard, ce qu'a écrit Dumas aussi, qui s'appelle Mont Blanc, la véritable histoire de la première ascension. C'est aux éditions Catherine Destivelle.
Aubin, plus actuel, le Mont Blanc, aujourd'hui, par où se gravit-il ? Quelle est la voie la plus empruntée aujourd'hui ? Est-ce que c'est la voie historique ? Oui, alors la voie historique, c'est possible, on peut la prendre, mais finalement, ce n'est pas la plus empruntée. Bon, la voie historique, elle passe aujourd'hui par le refuge des Grands Mulets, mais voilà, il y a les dangers des chutes de sérac, car elle passe véritablement au milieu du glacier. Aujourd'hui, les alpinistes lui préfèrent généralement la voie du Goûter, la plus empruntée, que d'ailleurs tu as déjà faite à 2 reprises. Mais par le Goûter, c'est vrai que c'est plus exigeant. D'ailleurs, tu peux peut-être raconter la prudence qu'il faut pour traverser ce fameux grand couloir. Oui, alors le grand couloir, c'est un couloir de plusieurs centaines de mètres et qu'on est obligé de traverser pour monter à l'aiguille du Goûter. Et en fait, dans ce couloir-là, il y a souvent des chutes de pierres qui sont provoquées par le dégel. Et c'est pour ça qu'on préconise aux alpinistes qui veulent tenter l'ascension par cette voie de partir plus tôt dans la saison d'alpinisme quand le couloir est encore en neige. Oui, et puis enfin, il y a tous ces autres itinéraires à la limite de l'impossible. On pourrait les évoquer. Évidemment, le super couloir dont on parlera plus tard, qui rejoint le Mont Blanc du Taku et qui permet ensuite de rallier le Mont Blanc par la suite. Et puis toutes les voies mythiques de la face sud, cette face immense, cette immense falaise très minérale, d'ailleurs où Mazo dit que les plus célèbres batailles se sont déroulées pour la conquête du Mont Blanc, plutôt pour le coup au XXe siècle, et puis évidemment avec la reine de ces batailles, le pilier central du Fresnay. Dont on racontera d'ailleurs une ascension dans un prochain épisode du podcast. Merci Aubin. Merci Mayol. La conquête des Alpes est une série originale du Figaro, adaptée du livre La montagne se souvient de Mayol et Aubin Aldebert, publié aux éditions du Rocher. Coordination Haute-Cérès, production Lacmé, narration Salomé Boulet, prise de son Louis Chabin, réalisation et mixage Léo Westphal.